Allez, salut l'équipe, j'espère que tout le monde est en forme, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour la vidéo des opportunités week-end, comme d'habitude. Pas énormément de choses à se dire, on devrait respecter, je pense, sans trop de problèmes les délais, pas trop de news macro, pas trop d'opportunités bizarrement. J'ai passé beaucoup de graphes, mais je n'ai pas forcément trouvé énormément d'opportunités, alors que bizarrement il y a quelques jours j'en ai vu beaucoup. Bon, voilà, c'est pas plus mal, hein, parce qu'on a quand même pas mal de trades en cours, donc il faut pas non plus insister, on est quand même sur des niveaux importants, donc on est voilà, c'est un peu c'est la politique des dernières années, hein, c'est un peu la politique du en même temps là depuis quelques semaines. Essayer de trader tout en sachant qu'effectivement on est quand même très haut, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Bref, on va y revenir plus longuement évidemment et plus en détail dans la vidéo. Évidemment, je suis obligé de vous rappeler que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique. Comme d'habitude, au sommaire, nous aurons les actus MTT, retour sur la semaine précédente, le débat du week-end, débat qui portera d'ailleurs sur l'évolution de la méthode, comment on peut éventuellement se préparer donc à 2024 du mieux que l'on peut. Le sentiment du marché, analyse macro, quelques graphes mais très rapides, synthèse écho de la semaine précédente, les publications à venir, analyse des indices du silver, du bitcoin, agenda économique de la semaine prochaine, l'analyse également des secteurs, achat-vente des dirigeants et bien évidemment les opportunités actions. Je vais d'ailleurs activer de suite voilà, ma caméra, comme ça c'est fait. Donc au niveau des actualités MTT, donc on se retrouvera le 4 mars. Merci encore 1000 fois à notre chère et belle Christelle pour l'organisation, toujours au top. La Felicita, en plus je connais bien, c'est un super resto. Je suis allé manger une fois, je crois, il y a très peu de temps, mais ça a ouvert il y a peu de temps, hein, de mémoire. Donc voilà, super resto italien notamment. Donc voilà, si vous êtes sur Paris ou pas loin, ça peut être super cool de se voir le 4 mars à 19h. Donc c'est un lundi soir. Voilà, donc pour les actus, évidemment, il n'y a pas énormément de choses. Quoique, il y a... Ouais, je le dirai après. Les éléments à retenir, donc retour sur la semaine précédente. Donc évidemment, cette semaine, on a eu eh bien, un CAC qui a relancé la dynamique haussière. Donc on tente de breaker effectivement cet oblique ici en rouge. Donc on a un biseau ascendant qui tente de casser par le haut. C'est bullish. On se rapproche de plus en plus du second scénario. C'était pas mon premier, hein, l'exponentiel. J'espérais, j'avais même plutôt en scénario numéro 1 plutôt un repli pour ensuite éventuellement, mais c'était pas mon scénario numéro 1. Mais voilà, c'est pas moi qui décide, bien évidemment. Donc il se pourrait qu'on effectivement parte sur une exponentielle. On verra. C'est toujours pas mon scénario préféré. Pour moi, c'est encore du 50-50. Il arrive parfois voilà, qu'on tente des excès haussiers, et notamment les gaps qui ont été faits au-dessus de l'oblique me font dire que peut-être que c'est encore un peu tôt pour véritablement avoir des certitudes. Qu'importe, de toute façon on traite ce qu'on voit et effectivement on verra bien. Et puis on analysera au fur et à mesure. Donc la bourse de Paris conclut la semaine sur des nouveaux records. Tant en clôture qu'en science, hein, toujours porté par les résultats d'entreprise qui sont pas si mal que ça, pas tous, mais notamment sur les big caps qui sont pas si mal que ça. On a vu le secteur aérien notamment. Indicateur économique solide, oui, ouais, faut voir. Lui permettant d'ignorer des craintes sur les politiques monétaires strictes encore plus longtemps. Là aussi, il faut voir. L'indice vedette CAC 40 a progressé de 24 points. Voilà, bon, grosso modo, hein, sur la semaine. Le bilan est nettement positif à plus 1,58%. Donc on s'est fait peur sur la journée de mardi, je crois. Mais on va y revenir. Mais du coup, on a quand même bien digéré tout ça. La cote parisienne a notamment été soutenue par les états d'entreprise. Dans l'ensemble, saluée par les analystes, c'est pas faux. Du moins payé en tout cas. Par le marché. Les signaux envoyés par l'économie, notamment américaine, restent aussi positifs, c'est pas faux. Comme vendredi, la confiance des consommateurs américains qui a continué de progresser. Le marché voit que les données économiques sont bonnes, ce qui est favorablement
ce qui est vu favorablement pour les actions. Et c'est pas toujours le cas. Pour le marché obligataire, ces mêmes nouvelles ne sont pas vues du même œil, puisque après le ralentissement de l'inflation aux États-Unis moins rapide que prévu, on va y revenir, les prix à la production ont augmenté aussi plus que prévu, ce qui nous laisse entrevoir que on va avoir du mal, du moins à très court terme, à ralentir plus que ça l'inflation. Donc voilà, économiquement parlant, rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui se passe, évidemment, a été dit, redit, et alors je suis moi-même étonné qu'on soit à ce point aussi juste, à la fois dans l'enchaînement des nouvelles et aussi même dans le timing. Timer l'économie, c'est quand même extrêmement difficile, et je trouve qu'on se débrouille plutôt pas mal depuis un an et demi, donc ça permet quand même de savoir où c'est qu'on met les pieds. Ça time pas le marché, mais ça permet de savoir où c'est qu'on met les pieds. Donc ça, c'est plutôt intéressant dans une vision plutôt moyen-long terme. En ce sens que ce qu'on avait dit, c'est qu'effectivement l'inflation allait baisser. Au départ tout le monde disait l'inflation va tomber vite, puis on disait qu'effectivement elle mettrait du temps à tomber, et par contre une fois qu'elle s'est retournée, tout le monde disait il y aurait des rebonds, et moi j'étais le premier à vous dire on va descendre rapidement, on va arriver aux alentours des 3%, et c'est là très certainement que ce sera plus difficile. On retournera peut-être en dessous, mais ce sera quand même beaucoup plus difficile, et on risque d'avoir des petits rebonds qui seront pas méchants. Encore une fois, pour moi, voilà, ce sera pas méchant. Il y a un scénario, on en parlera, de reprise de l'inflation. Moi, c'est pas mon scénario préféré pour le moment, en tout cas. Et donc voilà. Et donc effectivement, le marché a spéculé depuis fin octobre, a spéculé sur effectivement non seulement un pivot de M. Powell, certainement au mois de mars. Et avait également spéculé sur 5 à 6 baisses de taux sur toute l'année 2024. Il se trouve qu'au vu, pour moi, des nouvelles, je reste sur ce que je pensais depuis le départ. Je n'ai pas changé d'un poil sur ce qu'on se dit depuis un an et demi. C'est-à-dire que M. Powell pivotera aux alentours de mai-juin, très certainement une première fois. Fera, pour moi, c'est là où j'essaye un petit peu de timer, je joue un peu le rôle vraiment de timing. Je pense qu'il pivotera une seconde fois à la rentrée de l'année 2024, c'est-à-dire aux alentours du mois de septembre-octobre. Et je pense qu'il fera une dernière baisse de l'année, à nouveau de 25 points de base à la fin de l'année. Voilà. Je pense que s'il n'y a pas d'événement économique majeur, c'est ce qu'il va faire. Et je pense que c'est là où ça me semble assez incroyable, parce que, en fait, ce qui est paradoxal, c'est que même moi, je me suis dit, cette fois-ci, quand même, ça peut être différent. Par rapport au passé où la Fed a toujours mis beaucoup trop de temps à pivoter et finalement elle l'a payé cher, cette fois-ci, elle va faire différemment. Et cette fois-ci, peut-être que le fait qu'elle anticipe effectivement des baisses de taux, donc éventuellement le faire en février, etc., je me suis dit, moi-même, c'est une possibilité. Et derrière, ce sera quand même, peut-être que ça fera vraiment du bien à l'économie, qu'on évitera quand même des catastrophes. Et puis, finalement, ce qui semble assez incroyable, c'est que on voit que finalement, peut-être que la Fed va mettre, encore une fois, comme par le passé, comme dans l'histoire, va mettre un petit peu trop de temps à pivoter. Et c'est là où est toute la question, c'est est-ce que on va payer des pots cassés de ce pivot un peu tardif? Et donc, comme on le dit souvent, et ça aussi, tout le monde dit, regardez, cette fois-ci, c'est différent, c'est même plus un soft landing, maintenant on dit no landing, ok, très bien. Mais les gens qui pensent ça, ils auront peut-être raison, attention, hein, je ne dis pas qu'ils auront... c'est trop tôt pour juger, je ne me permettrai pas de juger. Sauf que c'est beaucoup trop tôt pour le dire, parce qu'on est encore dans le bruit de marché, on est encore dans le bruit économique. Les récessions arrivent après le pivot des banques centrales, ne l'oublions pas. Et le pivot des banques centrales, a priori, n'arrivera pas avant mai, voire juin, voire même peut-être après. Donc là, on est dans l'exponentielle avant le pivot. Et cette exponentielle-là, avant le pivot, elle a très régulièrement lieu. Lorsque vous étudiez encore une fois l'histoire, vous vous rendrez compte qu'elle a souvent lieu. Donc pour le moment, les personnes qui se disent économistes
et qui se disent regardez ce qui se passe aujourd'hui, c'est différent de ce qui s'est passé par le passé, n'ont pas étudié le passé, parce que ce qui se passe aujourd'hui, pour le moment, je dis bien pour le moment, hein, au moment où on se parle, c'est-à-dire le 16 février, pour le moment, il n'y a rien du tout qui est différent, ça se passe très exactement de la même manière que ça s'est passé dans le passé. On verra, après le pivot, c'est là où on aura véritablement des réponses, et on verra véritablement s'il y a des conséquences. Aujourd'hui, notamment les grosses capitalisations, ont eu quand même énormément de cash et ont les reins quand même très solides. N'oublions pas qu'on sort d'un Covid quand même, n'oublions pas que l'épargne Covid vient simplement, à la fin de l'année 2023, vient simplement d'être totalement balayée. Donc ça veut dire que toute l'année 2023, les consommateurs avaient encore de l'épargne pour pouvoir injecter dans l'économie, acheter des produits, acheter des téléphones, acheter qu'importe, acheter des télévisions, acheter ce que vous voulez. Donc pour le moment, notamment sur les grosses capitalisations, hein, sur des titres comme Amazon, voilà, est-ce que vous, dans votre quotidien, vous avez peut-être vous voyagez moins, peut-être vous avez acheté moins comment dirais-je, de produits un peu locaux. En revanche, vous avez toujours acheté vos téléphones, vous faites toujours vos courses sur Amazon, entre guillemets. Pour certains, au lit notamment, on ne les fait pas sur Amazon, mais qu'importe, c'est juste un petit clin d'œil. Mais ce que je veux dire, c'est que clairement, nos modes de vie n'ont pas changé. La crise potentielle qui est là n'ont pas fait que notre consommation a changé, parce que notre épargne, globalement, je parle sur la majorité, elle était là pour amortir ça. C'est là, pour moi, effectivement, sur cette année, que véritablement, on va voir les premières conséquences et les résultats d'entreprise. Pour moi, c'est même pas ceux du premier trimestre, c'est peut-être même ceux du second trimestre qui seront peut-être un petit peu plus impactés par tout ça. Ok, donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on est encore, jusqu'à preuve du contraire, on est encore dans le bruit du marché, et même dans le bruit, je dirais, grosso modo, économique. Donc il ne faut vraiment pas négliger ça. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trader, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir peur et qu'il faut rien faire, mais il faut quand même l'avoir à l'esprit. C'est pas parce que le marché continue à monter que potentiellement derrière on n'aura pas effectivement à un moment donné une prise de conscience, et donc forcément une prise de bénéfice. Voilà donc un petit peu pour le débat économique. On va revenir un petit peu plus loin, notamment sur quelques slides économiques. Mais avant cela, j'en viens, ça me fait une transition vers le débat du week-end. C'est effectivement comment s'adapter à 2024, qui risque d'être une année un petit peu compliquée. Moi, vous le savez, je l'ai dit déjà depuis l'année dernière, je pense que ça va être une année complexe, ça va être une année volatile, ça va être une année... Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui, historiquement, militent en ce sens. À chaque fois qu'il y a des pivots qui arrivent, on sait que les mois précédents, il y a de la volatilité. À chaque fois qu'on est en élection, en année électorale américaine, la volatilité augmente. Donc, voilà. Et là, d'autant plus avec tous ces ETF qui ont concentré les flux sur quelques valeurs, je pense que ça aussi, c'est un élément supplémentaire qui fait qu'on risque très fortement d'avoir de la volatilité. Ce que j'espère secrètement, c'est que, alors pas pour les swing traders, les swing traders on s'en fout, mais pour les investisseurs, ce que j'espère, c'est que cette volatilité va être perçue comme négative par les marchés, et qu'on aura à un moment donné quand même des creux importants pour pouvoir permettre aux investisseurs long terme de rentrer sur des niveaux un petit peu plus intéressants que cela. Moi je pense que la surprise, ce ne sera pas que les marchés baissent, ce sera qu'on n'aura pas très certainement un marché baissier très long. Je pense que la surprise, c'est que on peut avoir des V-bottom, et je pense d'ailleurs que le marché boursier dans sa globalité aura et subira de moins en moins de marchés baissiers. Il aura des creux même très importants, mais je pense qu'on aura beaucoup plus de V-bottom parce que c'est un marché qui est gavé de liquidité, et que c'est un jeu de chaises musicales, et qu'aujourd'hui plus personne n'a le temps d'investir, et qu'à chaque fois qu'il y a des creux, ils sont importants, tout le monde panique, tout le monde jette tout comme si c'était la fin du monde, et ça c'est le vendredi, et le lundi tout le monde veut acheter des titres parce qu'il a du cash et il sait pas quoi en faire. Donc ça c'est le monde de 2024, et certainement que ça va être le monde des 10, 15, 20 prochaines années peut-être. Donc je pense que ce marché va continuer à monter sur du moyen long terme. En revanche, je pense qu'il va y avoir des creux très importants,
Et je pense que, contrairement à ce que beaucoup d'économistes négatifs pensent, je pense pas forcément qu'on aura des marchés baissiers qui vont durer des années comme on a pu en voir par le passé. Au contraire, voilà, moi je pense que ça va être grosso modo des marchés haussiers, mais avec voilà, des V-bottom un peu plus régulièrement, grosso modo. Hein. Tous les 2-3 ans, vous aurez un V-bottom de 15, 20, 30, 40% parfois. On en a eu un en 2021-2022, on l'a oublié déjà, hein, mais le CAC a baissé de plus de 20% en 2022. Bon, voilà, ça nous a pas. Derrière, ça a tellement repris vite qu'on s'en est même pas rendu compte, mais c'est la réalité. Donc voilà, 2020, on en a eu un. Bon, on est en 2024, donc il est possible qu'en 2024, on en ait un nouveau. On verra. Encore une fois, je pense qu'il faudra le payer. Voilà, je pense qu'il faudra le payer comme souvent d'ailleurs. Mais là, en particulier. Voilà un petit peu. Donc, alors, les pistes d'amélioration. Donc, c'est vrai que, vous le voyez, hein, on est sur un marché qui est difficile, qui va être comme ça, qui va être volatile. Donc, c'est toujours la même chose. C'est essayer d'abord de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comment on peut le mettre en place, et comment on peut essayer de faire du mieux que l'on peut. L'année dernière, au début de l'année dernière, c'est là où le salon, au début de l'année dernière, avait vraiment commencé à grandir. Hein. Moi, je suis arrivé sur le salon il y a 2 ans, et puis c'est vrai que, bon, voilà, notre travail, je pense, de qualité a fait que notre réputation a un petit peu grossi, et donc, à la fin de l'année 2022 et au début de l'année 2023, il y a pas mal de monde qui nous ont rejoints. Ça a fait agrandir le salon. C'est là où on a eu la plus grosse progression. Et donc, il y a eu de nouvelles personnes qui sont arrivées avec leurs idées, hein, qui sont toujours très intéressantes. Moi, j'écoute toujours tout le monde, hein, que ce soit quelqu'un de débutant, quelqu'un qui l'est moins. J'écoute toujours tout le monde. Après, je trie, mais j'essaie toujours de m'inspirer de tout le monde. Et j'essaie toujours de voir si, parfois, dans une phrase de débutant, une phrase anodine, etc., même des fois une phrase hors contexte, parfois peut ressortir de bonnes idées. Et l'année dernière, c'est pour ça qu'on avait eu une année difficile aussi, hein, parce que moi j'avais ramé toute l'année, parce que j'avais très très mal commencé, notamment les 4-5 premiers mois. Hein, on a traîné cette mauvaise performance jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à finir au final avec la remontada des 2 derniers mois, mais sinon ça a été très difficile. Pour une raison, c'est qu'en fait je m'étais laissé influencer, du moins j'avais trouvé que l'idée de mettre des stops en clôture, de mettre des stops plus larges, etc., était pas forcément mauvaise. Et on avait enchaîné une série de trades perdants, et puis on s'était fait découper une bonne partie voilà, une bonne partie de la perf sur cet endroit-là. Donc tout ça pour dire que il faut pas vraiment changer, donc je pense, la méthode. Je pense que par contre, ce qu'on peut voir effectivement, c'est peut-être prendre des objectifs un petit peu plus courts, des premiers objectifs un petit peu plus courts, ça peut être une piste d'amélioration. Prendre des TP faire une prise d'objectifs plus importante, donc au premier TP, hein, notamment, ça peut être peut-être au lieu de prendre 50%, peut-être prendre 70%, à voir. Remonter le stop plus vite, c'est ce que j'essaie de faire, essayer vraiment de se protéger au maximum, c'est ce que j'essaye de faire. Et après, alors voilà, il y a plusieurs personnes d'ailleurs qui m'ont demandé, voilà, est-ce que potentiellement aussi, on pourrait pas faire des accumulations sur des swings un peu sans stop, sur des obliques, long terme, etc. Alors la réponse c'est oui. On ne pourra pas faire le suivi, hein, par contre, parce que c'est compliqué de faire un suivi, puis au bout d'un moment, faire des suivis de tout, c'est pas facile. Par contre, j'ai 2 pistes à vous donner. Alors la première piste, c'est que vous le savez, hein, moi je suis partenaire avec... j'ai 2 partenaires, à vrai dire. Un que vous connaissez déjà, c'est Urutia, hein, avec Olivier, avec qui on va faire une vidéo mensuelle long terme, donc avec qui, pour les clients donc, d'Urutia, hein, donc, pour leur proposer des zones d'opportunité long terme, donc ils auront, eux, effectivement, des zones d'opportunité, et ce qui avait été négocié avec Urutia, c'est que vous aurez tous les abonnés de MTT n'auront pas à payer cette vidéo et auront accès. Donc ça, c'est la première piste. Vous aurez sur cette vidéo-là déjà des choses à regarder. La deuxième piste également, c'est que, alors je ne l'ai pas annoncé officiellement parce que je dois attendre la fin du mois, mais donc je vais être partenaire de Hibou, hein, certains connaissent, j'avais fait des vidéos avec eux, avec Guillaume, Rouvier, Marie et Maxime, et voilà, en fait ils m'ont sollicité parce que bon, ils n'ont pas eu forcément des performances exceptionnellissimes en 2023, parce qu'ils ont eu parfois un mauvais timing, ils ont acheté des actions un peu trop baissières, etc. Bref, qu'importe. Et donc ils m'ont demandé
si je pouvais être le consultant technique d'Ibou, donc ce que j'ai accepté avec grand plaisir, parce que moi aussi ça m'apporte également sur le plan fondamental, parce que pour moi fondamentalement c'est quand même très très fort. Et donc eux, avec eux, on fait des flashs. On fait des flashs réservés également aux abonnés Ibou, bon, de temps en temps. Je vous mets ces flashs dans la catégorie numéro 7, News et Roco. Voilà, on va l'ouvrir pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et vous allez voir que vous allez voir, voilà, grosso modo à quoi ça ressemble. Vous voyez. Donc là, c'est sur Bastide, Renault et Stellantis. Donc vous avez une analyse bien sûr fondamentale de Ibou. Et derrière, vous avez une analyse, voilà, une analyse technique qui est indiquée avec des zones pour pouvoir investir sur du moyen long terme. Là, vous avez Stellantis et avec l'analyse de Stellantis et l'analyse de Renault, donc fondamentale, avec également les zones d'investissement sur Renault. Voilà. Donc tout ça également fait bien sûr partie de votre abonnement MTT. Hein. C'est ça aussi la force d'MTT, c'est que c'est un salon qui s'est énormément enrichi. Et moi, grâce à MTT, grâce à voilà, potentiellement aussi les réseaux sociaux, ça m'a permis d'aller voir des partenaires en leur disant bon ben voilà, je veux bien vous filer un coup de main, mais en contrepartie, je veux que les abonnés d'MTT aient accès également à du contenu supplémentaire gratuitement. Et donc ça fait partie de tout ça. Il y a une offre également pro real time qu'on a également sur le salon. Bref, tout ça c'est du bonus pour les abonnés et c'est ce qu'on cherche à faire. Bref, donc voilà des pistes également swing trading qui peuvent être véritablement intéressantes et qu'on vous partagera bien évidemment donc une fois par mois pour les vidéos et puis au cas par cas sur les flashs avec Ibou. Ok ? Donc, mais moi je trouve que c'est une bonne idée. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui me disait que bon, le portefeuille qu'il avait, notamment de sa compagne, le portefeuille Swing, avait une meilleure performance que son portefeuille à lui où il faisait des allers-retours. La réponse est certainement oui. Pourquoi ? Parce que sa compagne très certainement est sur des grosses valeurs, sur des grosses capis, et on est sur un temps fort des grosses capis ces dernières années. Maintenant, une performance ne se mesure pas sur 1, 2 ou 3 ans, encore une fois. Une performance, elle se mesure sur 10 ans, sur 15 ans. Et c'est pas sûr du tout que sur les 15 prochaines années, le CAC, ou peut-être pas les 15, mais en tout cas, sur les 3-4 prochaines années, que le CAC ait une surperformance aussi importante que sur les 2 ou 3 dernières. Bref, je ferme la parenthèse, mais c'est juste pour vous dire que il faut pas tirer de conclusions un peu hâtives. C'est comme le DCA. DCA, c'est très bien. Encore une fois, moi je pense que on a un tort. Il y a un tort humain. C'est que on veut toujours tout comparer. Et on veut toujours tout comparer sur l'instant T. Et donc, ça pose un véritable problème parce qu'on veut comparer l'épargne, la performance de l'épargne long terme, la performance de l'épargne moyen terme, la performance de l'épargne court terme. Mais votre force, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que votre force, c'est la combinaison des trois. C'est ça votre véritable force. C'est lorsque vous avez un portefeuille long terme sur de l'assurance vie, d'une part, du DCA peut-être d'autre part, que vous avez un portefeuille peut-être moyen terme où vous allez faire du swing sur des zones de repli, d'opportunités importantes, un portefeuille un petit peu plus agressif, swing trading, voilà, peut-être un peu plus petit, où vous allez apprendre, vous allez trader, vous allez faire des allers-retours, et peut-être si vous avez l'occasion d'être devant vos écrans, un portefeuille intraday où vous allez faire des allers-retours en journée. Mais la force d'un investisseur, c'est d'avoir toutes les casquettes. C'est pas d'avoir une casquette. Alors il y a des années, effectivement, où vous allez voir, mais dis donc, mon assurance vie, elle a fait mieux que mon swing trading. Donc, je vais arrêter le swing trading et je vais mettre sur mon assurance vie. Et le problème, c'est que l'année suivante, vous allez dire, mais mon assurance vie, cette année, elle n'a pas performé. Eh ben oui, mais parce que peut-être que ton assurance vie, elle est sur, je sais pas moi, des grosses capitalisations américaines, et que les grosses capitalisations américaines, si vous avez du Nvidia, du Meta et du je sais pas quoi, les plus grosses qui ont performé, et peut-être que voilà, elles ont pris une année 20-25% ou 30% en performance pour ce portefeuille, et puis peut-être pendant 2 ou 3 ans, vous allez rien faire. Voilà, et donc ça vous fera une moyenne à 10%. Mais il faudra pas juger une année sur la globalité. Voilà.
Et moi, je pense, je suis même convaincu, je suis même sûr, puisque je suis la preuve incarnée, je pense que la force d'un investisseur, c'est d'avoir, un peu de tout, et deux, également, au-delà d'avoir un peu de tout, avoir un peu de tout sur différentes temporalités. Euh, la vie n'est pas si simple, la vie d'un investisseur n'est pas si simple. Il ne faut pas dire ça c'est bien, ça c'est mal, le court terme c'est mal, le long terme c'est bien, ou le long terme c'est mal et le court terme c'est bien, le DCA c'est mal ou le DCA c'est bien. Toutes les méthodes sont bonnes. Il faut juste voilà, bien organiser, bien se structurer. C'est pour ça que certains d'entre vous aussi sont allés voir Urutia pour des placements un peu plus long terme. C'est une excellente idée, moi je suis client, mes parents le sont. Il faut avoir une vision beaucoup plus globale. Et même si vous avez, certains sur le salon sont jeunes, et ça fait plaisir d'ailleurs, voilà, même si vous êtes jeune, il faut avoir une vision beaucoup plus large. Vraiment, il faut commencer jeune, il faut avoir cette vision large très jeune. Bref, je ferme la parenthèse, mais toujours très important ces choses-là, parce que, encore une fois, moi je suis l'exemple type. Moi j'ai fait des sacrifices jeunes pour investir jeune. Et clairement, c'est grâce à ça que je peux me permettre voilà, de voir la suite des événements de manière un peu plus sereine. Ça demande des sacrifices, ça demande voilà, de faire des choix, bien sûr, jeune. Mais en général, très sincèrement, voilà, moi j'ai 37 ans et je peux vous dire que les sacrifices que j'ai fait quand j'avais le premier appart que j'ai acheté, donc c'était en 2009, donc je devais avoir ouais, je devais avoir 21 ans. Donc voilà, premier appart que j'ai acheté 21 ans. Et oui, ça a été dur parce que j'avais un petit salaire à l'époque et qu'il fallait joindre les deux bouts, c'était compliqué. Mais voilà, derrière, les sacrifices font que ça m'a permis aussi. Et la bourse en elle-même m'a permis d'acheter une grosse partie, une immense partie de la maison dans laquelle je vis aussi. Et c'est pas, en l'occurrence, mes appartements, c'est la bourse en elle-même qui m'a permis de faire à démultiplier une bonne partie de mon capital et d'acheter ma maison. Donc, et voilà. Et pour autant, l'année dernière, j'ai pas fait une grosse année non plus. Donc voilà. Et c'est pour ça il faut vraiment. Voilà, la bourse, c'est difficile, c'est compliqué. Si c'était si facile, tout le monde serait riche. Et vous avez vu le travail qu'on a bas. Du coup, je fais plus long que prévu, mais vous avez vu le travail qu'on a bas pour comprendre à la fois les cycles économiques, pour comprendre la technique, pour comprendre tout ça. Ça met du temps et c'est pas toujours facile. Et souvent, une année sur quatre est bonne, véritablement bonne, et 7 années sur 4, vous cassez tout. Et pendant 3 ans après, ben, c'est du zigzag, c'est de la souffrance, c'est une année légèrement négative, c'est comme ça, c'est le swing trading. Ou alors, vous faites comme Michael Landreau et vous êtes un extraterrestre sur les marchés et vous êtes collé à votre écran, vous avez votre liberté, mais vous êtes collé à l'écran. Donc voilà, après, c'est admirable. Moi, c'est pas forcément la vie que j'ai choisie, mais en tout cas, si vous en avez le courage, pourquoi pas. Ok, bon, je ferme la parenthèse qui était une grande parenthèse, mais je pense que c'était important. Je sais que là aussi, il y a des jeunes qui sont sur le salon, j'en suis très fier, ravi, et je pense que ça peut-être leur servir. Et moi, en tout cas, ça m'a beaucoup servi. Rapidement, hein, le sentiment de marché, donc on est sur une légère euphorie, donc il n'y a rien à dire, la dynamique est extrêmement positive. Le VIX qui commence quand même hein, à congestionner, etc. Donc bon, à suivre quand même. Je m'attends, hein, de toute façon, à un moment donné, quand même à une prise de souffle. Donc voilà, grosso modo, hein, pas grand chose de plus à se dire. Analyse macroéconomique, donc nous arrivons sur la semaine numéro 3 de février, donc ça doit être celle-ci, donc grosse semaine, ça va commencer à ralentir un petit peu plus tard. Les principales publications de la semaine, elles sont là. Donc vous allez avoir voilà, du ADP, du Forvia, du BIC, Lendi, Carrefour, Air Liquide, bon voilà, il y a un petit peu de tout. Donc cette semaine prochaine, ce sera aussi costaud. Évidemment, donc au niveau de l'analyse macro, hein, qu'est-ce qui s'est passé grosso modo eh bien, on a eu effectivement bon, cette analyse, hein, donc, avec l'inflation donc, qui est repartie. On l'a dit également, donc les probabilités finalement d'une baisse des taux au mois de mars. Donc évidemment sont largement repoussés. Ça vous le savez, le secteur effectivement de la tech
qui a une surperformance et qui a un poids surtout dans le S&P 500 qui devient aussi important que dans les années 2000. Cette fois-ci est différente. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que c'est le secteur du transport, qui est un secteur très corrélé à l'économie, qui est en train petit à petit de donner des signaux de faiblesse. Donc ça, ce sont effectivement des choses qu'il faut bien évidemment surveiller. Je passe assez rapidement parce que j'ai pris du temps sur l'introduction, synthèse économique donc de la semaine précédente, donc ces fameuses inflations qui est un petit peu inquiétante. Vous voyez les PIB, hein, les PIB notamment en Grande-Bretagne, pas terrible. La vente au détail principale mensuelle, pas terrible. Donc inscription et demandeurs au chômage pour le moment ça va. L'indice manufacturier par contre là pas mal. Les ventes au détail mensuelles plutôt pas terrible. Donc on a quand même pas mal de contradictions. Et vendredi l'indice des prix à la consommation plutôt pas mal en France. Et les prix à la production en revanche qui sont ressortis en hausse. Donc voilà. Certainement que l'inflation, ça va être pendant du moins quelques semaines, quelques mois, on va être un petit peu sur un plancher. Au niveau des publications, donc nous aurons cette semaine du Forvia, du Carrefour, Eramé, Alten, AXA, Danone, Seb, et puis la semaine prochaine GTT, Edenred, Eiffage, Lexibook, Newen, Reworld, Arkema, Veolia. On passe à l'analyse des indices du CAC, du Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 et Bitcoin. Alors le CAC, le CAC, on en est là, voilà. Il y a quand même deux gaps haussiers, une mèche un peu vilaine ici. On verra. C'est pas terrible, mais c'est pas terrible. C'est très haussier au contraire. C'est très haussier, c'est juste voilà la mèche de vendredi, mais c'est un vendredi qui est pas terrible. Tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours, je considère que c'est positif. Je dirais même que tant que on repasse pas, maintenant sous ce niveau-là des 7680. Pour le moment, c'est positif et tout repli congestionné pour être une opportunité de relancer. A contrario, si on repasse sous les 7680, il faudra être extrêmement vigilant. C'est que très certainement, ce sera un moment de faiblesse et je resterai sur mon second scénario d'un retour à proximité du support oblique qui ne remettra pas d'ailleurs en question du tout la tendance haussière. Ce serait juste très sain et ce serait juste pour le coup une belle opportunité pour pouvoir relancer éventuellement la tendance. J'ai toujours ce scénario en tête, c'est toujours, pour moi, à ce stade, le scénario numéro 1. Maintenant, c'est pas moi qui décide encore une fois. Au niveau des small, donc les small caps qui aujourd'hui ont sous-performé, donc on a fait, souvenez-vous, la semaine dernière on disait appui sur l'oblique, relance, et donc on est dans le range ici en vert. Donc tant qu'on est dans le range, tant qu'on casse pas ou par le haut ou par le bas, il n'y a pas véritablement de relance. Toutefois, je constate que c'est positif et je constate que ça construit plutôt bien. Ok, au-dessus des moyennes mobiles et tout ça, donc il n'y a absolument rien à dire. Je passe donc maintenant à l'analyse de mes petits indices. Donc nous commençons avec le S&P 500 qui est ici. Donc le S&P 500, il est toujours dans cette espèce de canal haussier, donc il y a encore un peu de potentiel, mais je pense que derrière, ça risque de bloquer, donc peut-être aller chercher les 5000, 5100, mais attention derrière, on risque d'avoir une correction. Le Dow Jones qui est en train, il est haussier, mais il est en train aussi d'hésiter, mais c'est normal, hein, c'est légitime, voilà. Pour autant, c'est très positif, il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, il est relativement plat là depuis quelques temps. On va construire très certainement une figure intermédiaire, on verra. Et le Nasdaq, moi je pense que lui, il n'a pas encore fait le double top sur le composite. Et j'attends le double top. Moi, sur le composite. J'attends les 16 200. Donc je pense qu'il y a encore un peu de potentiel sur le Nasdaq. Après, on verra. L'indice chinois, on en a pas mal parlé. Moi, j'ai pas changé mon fusil d'épaule pour le moment. Pour moi, c'est des zones d'opportunité si vous croyez à la Chine. C'est des zones où on doit rentrer au moins une demi-position là sur ces niveaux-là. Elle est en train en plus de faire une espèce de figure de tasse avec Hans. Donc voilà, si on arrive à breaker tout ça, les 16 005,
ça peut être vraiment un premier signal de retournement important. Le DXY, donc le dollar, ben, il continue. Alors c'est le paradoxe, hein, c'est qu'il continue son ascension. Pour autant, même s'il continue son ascension, on surveillera, voilà, on surveillera éventuellement ce biseau là qui est en train de se construire. S'il casse par le bas, ça peut être un signal fort pour le marché des actions. Le Russell 2000, donc les petites capitalisations américaines, se portent bien. Puisque on est en train effectivement, donc on avait cette figure de congestion, on l'a cassé, on a fait le pullback, on tente de relancer, on fait la congestion. Donc pour moi, hein, je vous l'avais dit la semaine dernière, tant qu'on est au-dessus des 2000, c'est positif. Donc je reste sur ce que j'avais dit. Le silver, la semaine dernière, je vous avais dit, voilà, ce niveau-là, si vous voulez acheter du silver, c'est le bon moment. Ça n'a pas loupé. Il est propre, hein, le silver, il réagit bien aux zones. Derrière, le silver a pris quand même 6%, c'est pas rien. Donc intéressant. Le gold qui a plus de mal, bizarrement, qui est toujours dans sa figure, mais qui a du mal à en sortir. Donc on va attendre d'avoir un petit signal. Et le Bitcoin, ma foi, qui a fait une semaine magnifique. Alors j'attends pour les altcoins. Ils ont fait une belle semaine, mais j'attends un peu plus. Petit clin d'œil à Erwan quand même un petit peu avec moi. Et d'ailleurs, gros clin d'œil à Guillaume. Gros clin d'œil à Guillaume sur le portefeuille crypto. Hein, je ne sais pas si vous avez vu, qui a fait des performances incroyables. Je sais pas si il a fait 22%, je crois, dans 3 semaines. Donc voilà, merveilleux, ça aussi c'est un portefeuille MTT, donc ça fait plaisir d'avoir de la réussite aussi sur ces portefeuilles-là. C'est ça aussi, hein, l'objectif, c'est d'avoir des portefeuilles un peu sur tout. Hein. Il n'y a pas que le swing, hein, il n'y a pas que le swing ou l'intraday, il n'y a pas que le long terme. Là, aujourd'hui, vous avez quand même à votre disposition, vous avez du swing trading, vous avez de l'intraday, vous avez un portefeuille Euronext, vous avez un portefeuille US qu'on est en train petit à petit de construire, et vous avez également un portefeuille crypto. Donc vraiment, il y a de quoi vous diversifier, je pense. VIX. Donc voilà, bon, le VIX il a pumpé, mais c'est revenu, hein, incroyable cette mèche. Le pétrole, ma foi, c'est plutôt pas mal, il est en train de se reprendre aussi, mais bon, voilà, hein, entre les 84 et les 75 dollars, c'est du zigzag, pas vraiment de tendance. Voilà, grosso modo, au niveau donc de la performance, donc cette semaine, au niveau des indices, le Hang Seng qui a fortement rebondi, ça aide hein, pour le CAC, avec bien évidemment le luxe. Je regardais LVMH, elle va faire un ATH encore quelques semaines et LVMH fait un ATH. On va bien rigoler d'ailleurs quand elle va faire un ATH pour tous ceux qui massacraient le luxe il y a quelques semaines. Bref, voilà, en tout cas, performance positive de pas mal d'indices, pas extraordinaire, mais c'est pas mal. Depuis un mois, le CAC, ma foi, c'est quand même plus 6%, et depuis le début de l'année, ben, le CAC, c'est quand même plus 3%, c'est pas rien. C'est plutôt une performance très encourageante. Pour le CAC. Voilà, on voit que l'Inde sous-performe un petit peu et le Hang Seng, l'indice chinois, qui malgré le rebond sous-performe quand même encore nettement. Au niveau donc du calendrier économique donc de la semaine prochaine, il arrive. Voilà. Semaine prochaine. Donc il n'y a pas énormément de choses, si ce n'est quand même donc les minutes de la fête, bon mercredi, je ne sais pas si on apprendra grand chose. PMI manufacturé en France, en Allemagne, l'indice des prix à la consommation annuel en Europe. Voilà, et PMI manufacturé des services jeudi après-midi, et c'est à peu près tout. Le climat des affaires qui est toujours intéressant à voir en Allemagne. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Ensuite, les transactions AMF, donc Rémi Cointreau des acquisitions. D'accord. Donc intéressant. Tant mieux, on en a un petit peu. Des acquisitions sur LVMH. ALD également, des acquisitions. Voilà, bon, pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Vogo, quelques acquisitions. Des ventes sur Hermès. Rémi Cointreau également, des acquisitions. Roche-Beaubois, des cessions. Dommage, elle est dans la liste. Amundi, des cessions. Voilà, grosso modo, un petit peu pour résumer la semaine. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? C'est à peu près tout. Ouais, des petites acquisitions sur ALD. Acquisition Société Générale. Une administratrice, pardon. Lexibook, des acquisitions. Et ça, c'était la semaine dernière. Voilà, grosso modo pour ça. Au niveau des secteurs, toujours pareil, toujours les mêmes secteurs qui sous-performent.
Et toujours les mêmes secteurs qui surperforment. Voilà, ça c'est aussi c'est très intéressant, hein, la tech, les médias, l'automobile et la santé qui surperforment toujours au niveau des publications. Je vous le passe rapidement pour la semaine 8 et la semaine 9. Vous pouvez éventuellement faire des pauses pour avancer ou aller directement consulter le fichier, hein, puisque bien sûr, il est à votre disposition. Je rappelle qu'il faut, malgré ce fichier-là, qui est juste à 95%, il se lise parfois des erreurs, pour de raisons simples, c'est que cet agenda est mis à jour à peu près une fois par mois, et que parfois dans le mois, il y a des entreprises qui changent les dates de publication, donc on n'a pas forcément la mise à jour. C'est pour ça qu'il faut faire attention à tout ça. Ok, j'accélère. Bon, mais je finirai pas à l'heure, j'avais dit que ce serait format court. Pas pour cette fois. Donc, affichage, liste, on passe aux opportunités, les amis. Opportunités week-end. Donc, opportunités week-end, bon, il y en a 21, hein, il n'y en a pas énormément. Mais voilà, il y a quelques opportunités qui se regardent quand même. Alors, Argenx. Donc, Argenx, ce que j'aime bien sur Argenx, alors c'est une biotech, hein, donc belge, il faut faire attention, mais on a l'opportunité peut-être d'avoir un stop court. Voilà, pour aller chercher éventuellement un comblement de gap. Voilà. C'est une action haussière sur le long terme. Et il y a un deuxième gap ici à aller chercher. Bastide, le confort. Alors c'est baissier. C'est baissier, mais voilà, je trouve qu'on est sur une zone quand même importante. Donc ça se regarde. D'autant qu'on a une belle congestion là qui se met en place. Donc je me dis, allez, pourquoi pas. Finalement, c'est pas très cher. Quand je dis c'est pas très cher, c'est en termes de stop. Hein. C'est pas très cher. Voilà, ça fait du 3%. Et il y a quand même, voilà, il y a quand même une opportunité d'aller peut-être attraper au moins un petit retracement. Et après, on verra pour aller chercher éventuellement plus haut. Katana, bon, alors Katana, on s'est fait sortir à peu près par là, je crois, sous cette bougie. Pourquoi pas? Bon, pourquoi pas avec le plan là. Ça coûte pas cher, pourquoi pas, pour ceux qui veulent le tenter. C'est un point comme c'est baissier. C'est baissier, mais c'est une tendance qui, il me semble, est en train de se retourner. Donc je vous la mets juste pour l'avoir en surveillance. Je vous l'avais proposé déjà, je crois, c'était la semaine dernière. Voilà. Mais je reste toujours sur la même. Voilà, ça se regarde. D'autres nodes, petite dédicace à Pierre, notamment qui la suit. Alors c'est très baissier, hein, là aussi, hein, on ne discute pas. Il y a quelques valeurs baissières, hein, j'en conviens. Mais je me dis il peut y avoir du rattrapage quand même. Donc pourquoi pas pour anticiper un petit peu, c'est un stop en clôture journalière qui se mettrait ici. Donc on avait mis un APD, c'était donc jeudi matin, mercredi soir, au-dessus ici des 4,65. Ben là on peut gratter un peu de 3%. Ça nous fait un stop un petit peu plus court. C'était un stop à 7,8. Là on a un stop à 6,5. 6,5. Focus Homme, pareil, c'est baissier. Focus Homme, mais je trouve que, voilà, pourquoi pas, ça peut se tenter. Là aussi, les résultats ont été annoncés, donc ouais, pourquoi pas. Vous savez, c'est la config que j'aime bien. Vous savez, quand il y a un gap à la baisse, derrière on a le rebond, et après on a une nouvelle congestion avant de repartir. Bon, on l'avait un peu ici aussi, mais je pense que ça peut faire le même phénomène. Bon, c'est pas très cher, hein, 6% pour du Focus Home, c'est que dalle. Hein. Voilà, parce que là, on vise directement pour moi le top ici, ça fait 25% de perf, donc avec une petite taille de position. Galapagos, qui est en train voilà, je vous l'ai montré déjà il y a un petit moment. Le biseau descendant a été cassé, on est en train de jouer avec la moyenne mobile ici à 200. À 200 jours. Donc voilà, pourquoi pas. Bon, je sais pas où c'est qu'on mettra éventuellement. Et après, stop en clôture journalière, je dirais grosso modo là. Voilà, stop en clôture journalière ici. Donc voilà, pour vraiment un retournement un petit peu plus moyen long terme, il faut tailler la position parce qu'on peut avoir une news là-dessus. GRB, donc là ça explose, hein, ça explose. Donc là, pour ceux qui veulent le tenter en mode un peu FOMO, mais pourquoi pas après tout si on met un stop court. Bah, tout est possible. Là, en l'occurrence, en mode FOMO avec le double top. Voilà, hein, ça fait un stop à 3-4%. Pour garder, c'est pas beaucoup. Et il y a du potentiel encore, hein, regardez. Hein. Il y a vraiment du potentiel, donc pourquoi pas. Hein, ma foi, si ça part, hein, si ça accélère. Tout est tellement dingue en ce moment que c'est possible. Bon, bref, on verra. Pourquoi pas. IMCD, donc c'est une très belle tendance, hein, c'est coté en Amsterdam. Donc voilà, aussi, hein, éventuellement, là, il y a peut-être quelque chose à tenter comme ça, sur ce plan-là. Donc nous verrons. Ce que j'aime bien, c'est
le break ici de cette oblique là. Donc pourquoi pas. C'est une tendance haussière là, il n'y a rien à dire. Donc ça peut valoir le coup. Ok. LNA, donc LNA, on en avait un petit peu là, mais c'est vrai que malheureusement, bon, on était sorti avec les résultats, hein, vous vous souvenez. Et bien, résultat, bon, on a fait la poussée, le pullback, on a relancé, et là, voilà, une petite conso intermédiaire. Donc pourquoi pas tenter quelque chose. Voilà, taille de position modeste aussi, hein, c'est un dossier quand même qui est à la casse, mais c'est un dossier qui a un gros potentiel. Hein, s'il se retourne, hein, évidemment, hein, là on a voilà, revenir juste au 27, voire même revenir ici au 31, on verra ensuite. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du Michelin. Alors là, c'est pour voilà, du trading pur. Voilà, pour voir la petite congestion là qu'il y a. Voilà, voilà c'est trading pur, hein, pur et dur. Voilà, pour jouer du Michelin. Il y a du potentiel encore, hein. Je vous rappelle que Michelin, elle était à 38 euros au mois de janvier 2022, hein. Donc il y a encore du potentiel. Et alors il y a un gap, je crois qu'il y en a même deux. Non, il y en a qu'un. Il y a un gap, l'entrée de gap, il est à 36,26. Donc pour moi, c'est le premier objectif. Il y a encore 9% à aller chercher avec un stop à 2,54. Donc je veux dire, bon, ça se tente. Nikon, c'est baissier, mais ça congestionne sur une zone de support. Et il y a un quadruple top là, ici, au-dessus des 1,48. Alors voilà, il n'y a plus de volume. Je me dis, voilà, si ça break, why not? Et là, bah, le stop, il est facile, hein, entre guillemets, il est là. Et après, ben, écoutez, on verra pour les objectifs. Voilà. Il faut avoir une taille de position raisonnable hein, là-dessus. Hein. Pas faire n'importe quoi. Hein. Aussi. Là, c'est. Vous voyez, aujourd'hui, on a 45 000 euros échangés. Hein, donc, on ne peut pas se permettre à aucun moment d'avoir une grosse taille de position. Nexity, alors, ils vont annoncer des résultats hein, bientôt. Je la mets en surveillance quand même parce que. Voilà, on a quand même cette oblique à breaker. On a un petit truc là qui peut être intéressant, pourquoi pas. Je la surveille, moi, Nexity, ça m'intéresse. Mais bon, il faudra pas jouer les résultats, quoi. Donc on verra, pourquoi pas. Energy Group. Alors, plus dans une optique de retournement long terme, puisque regardez ce qu'elle est en train de faire. Voilà, on est sur une oblique qui a été cassée là. Et ma foi, alors c'est pas très liquide, mais puis c'est chiant à trader, mais c'est plus pour de l'investissement. Voilà. Je crois que c'est David qui en avait un petit peu à un moment donné de mémoire. J'y demanderai son avis à David, fondamentalement parlant, s'il trouve que ça a encore du sens. Parce que voilà, je trouve qu'elle est en train de donner des petits signaux là intéressants. Donc pourquoi pas. Pour faire plaisir aux enfants, Ontex, évidemment. Donc Ontex, alors, effectivement, la config, elle est intéressante hein, en hebdo. Voilà, il y a voilà, une espèce de consolidation, de congestion. Ça fait un moment qu'on la suit. Pour autant, ce qui m'embête un tout petit peu, enfin, le bémol de Ontex, c'est qu'elle est chiante à trader à mort. Vous voyez, il y a des mèches, il y a des. Voilà, elle est un petit peu erratique et elle n'a pas une amplitude directionnelle de dingue. Bon, il faut dire qu'elle n'a pas une amplitude directionnelle de dingue parce que ça fait quand même 3 ou 4 ans qu'elle congestionne. Donc en même temps, c'est normal. Pour autant, si ça casse par le haut, peut-être que ça peut se déclencher. Eh bien, là-dessus, on a effectivement. Ici, on peut jouer la petite figure de retournement là qu'il y avait. Comme ça, voilà. On met un stop par là. Peut-être un stop en clôture journalière pour le coup. Voilà. Et après, les objectifs, l'objectif pour moi, c'est vraiment de faire du moyen terme, quoi. Vraiment essayer d'accompagner la tendance. Allez, déjà un premier objectif, on va dire par là, et après, véritablement, d'essayer d'accompagner. Reward, alors, il publie bientôt, donc on ne pourra pas donner de trade. Par contre, moi, je trouve que la config, elle est top. Donc, on verra hein, les résultats. Mais clairement, la config, elle est top. Il faut vraiment la surveiller. Même si... Alors, si vous voyez que les résultats sont publiés, que vous n'avez pas un énorme gap à la hausse, ou même carrément, hein, je vais vous dire un truc, si vous avez une config similaire, alors je ne sais plus si c'est pas... alors attendez, je vais regarder la date de publication. Mince, où c'est que je suis? Là. Zone bourse. Je vais regarder la date de publication. Zone bourse, ils vont me la donner très certainement. Je vous demande de patienter une petite minute.
Reworld Media, pour avoir la date, parce que ça peut avoir du sens de mettre un APD le matin des publications, en fait. Avec un stop. Donc, agenda, pas la veille, pas de rentrée la veille, ça non, mais rentrer le jour des publications. Le 20, il publie. Le 20, il publie, donc mardi. Donc écoutez, si lundi, éventuellement, vous avez une petite bougie, donc moi je pourrais pas vous partager le trade, parce que je serai sur Paris lundi, mardi. Mais si vous avez une bougie là, par exemple, qui est petite, voilà, qui éventuellement ne dépasse pas les 3,59 et qui ne dépasse pas par le bas, on va dire les 3,43, vous pouvez tenter un APD au-dessus des 3,59, 3,60 et vous mettez un stop d'invalidation. Voilà. Et les résultats, vous faites comme s'ils n'y étaient pas. D'accord? Puisque vous ne serez pas dedans. Vous pouvez très bien avoir un gap à la baisse et derrière vous faire déclencher que ça explose. Et au pire des cas, le pire qui puisse arriver, c'est qu'on ait un gap à la hausse et que ça fasse ça. Mais si ça fait ça, ben écoutez, vous serez déclenché tout simplement. Donc pensez bien à mettre une plage de déclenchement. Et donc là, vous serez déclenché, admettons, par là, hein, sur la plage, et vous sortirez ici à, alors je sais pas, vous serrerez votre stop, mais à 5% par exemple, d'accord, de perte. Mais au moins, votre risque sera calculé, maîtrisé. D'accord, donc voilà, ça peut être une stratégie intéressante. Autant je suis pas pour acheter la veille, autant parfois mettre un APD le jour des résultats, ça a du sens. Roche-Beaubois, donc je trouve que la config est belle, mais ils vendent un peu, donc c'est ça qui m'embête. Pour autant, ceux qui veulent jouer la cassure, pourquoi pas. C'est pas très liquide, donc faites attention. 20 000 euros échangés aujourd'hui. Sofina, j'aime beaucoup la config de long terme. Voilà. Superbe config haussière, le gros repli. Et là, effectivement, un peu à l'image de certaines valeurs. Hein, on fait rien là depuis grosso modo juin 2022. Donc pourquoi pas? Ça m'intéresse, je la suis depuis un petit moment. C'est une valeur qui m'intéresse, donc pourquoi pas au-dessus ici des 222,6 et puis il en reste encore 3. Ubisoft, pourquoi pas? Moi je trouve que il y a peut-être des choses à tenter, il y a un gros potentiel. Donc les résultats ont été annoncés, donc il n'y aura pas de crainte a priori au niveau des résultats. Maintenant, là c'est pour acheter l'espèce de double top, c'est pas un double top parfait, c'est un quasi double top, je crois qu'il y a 0,1 centime d'écart de mémoire. Voilà, il y a 24,59 et 24,60. Donc au-dessus du 24,60 contre signal, pour aller chercher dans un premier temps sur un premier élan l'M200 et ensuite pour aller fermer éventuellement l'entrée et aller fermer le gap ici. Ok. V4 pareil, donc ils ont annoncé les résultats, ça a fait un pump, c'est revenu en arrière, ça congestionne. Bon ben là on joue finalement le fait que le marché achète les résultats et relance, donc de manière extrêmement simple, pour aller viser peut-être là, et ensuite il y a des gaps à aller chercher. Non, c'est pas un gap à aller chercher, je dis des bêtises. Hop, c'est plutôt ce niveau-là qu'il faudrait aller chercher. Voilà. Et ensuite, éventuellement, le top. Et enfin, Walix, alors je sais pas quand est-ce qu'ils ont les résultats. Walix, d'ailleurs, j'ai pas regardé pour beaucoup de valeurs, hein, n'hésitez pas. Donc, Walix, c'est un tout petit titre. Tout petit. Mais c'est pas inintéressant, je trouve, techniquement, même si c'est un tout petit titre. Alors 80 000 euros échangés aujourd'hui, hein, donc faites gaffe. Mais voilà, ça peut avoir du sens. Top en clôture journalière, ici. Et vraiment pour jouer un mouvement beaucoup plus moyen long terme, hein, clairement. Donc, je sais pas. Je l'ai pas tracé, celle-ci, peut-être là. Ouais, peut-être là. Ça a l'air d'être ça. Oh oui, ça a l'air même bien d'être ça, ouais. Voilà. Tac. Je la mets en rouge. La config est vraiment pas mal. Hein. Voilà. Là. Et ici. Voilà. Donc, pas mal. Pas mal du tout. Et il y a du potentiel pour aller chercher. Peut-être, voilà, ici, dans un premier temps, les 12, et ensuite, éventuellement, les 14, etc., les 15, bon, bref. Éventuellement, il y a du potentiel. Combien de temps j'ai mis? 55 minutes. Bon, j'ai pas respecté mes engagements, c'est pas grave. Bon, écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Je suis sur Paname
S'ils me font pas trop chier, parce qu'ils me font un peu chier là. Bref, même beaucoup. Il n'a pas apprécié que je m'en aille, mais bon, c'est comme ça, hein. Donc, sur Paris lundi, mardi, et puis de toute façon, pour les Parisiens, on se retrouve certainement dans 3 semaines, donc le lundi 4 mars. Et puis voilà, je vous souhaite un bon week-end, soyez sages, pas de bêtises, et puis profitez bien sûr de vos proches. Gros bisous à toutes et à tous. Je publierai la shortlist ou directement là en suivant, mais il n'y aura pas beaucoup de titres parce qu'on est déjà bien exposé, ou éventuellement demain. Je vous embrasse, bon week-end. Ciao ciao.